Le 28 janvier 2026, l'ère glaciale de Huntsville s'engouffre dans les couloirs de l'unité Walls, cette forteresse de briques rouges où le Texas met fin à ses contentieux les plus sombres. À l'intérieur de la chambre d'exécution, l'atmosphère est saturée d'une odeur stérile de désinfectant, un parfum clinique qui tente vainement de masquer le poids d'une attente de 28 ans. Le silence n'est rompu que par le froissement des gants en latex et le cliquetis métallique des sangles. Charles Victor Thompson, désormais un homme de 55 ans dont le visage a été usé par 3 décennies de réclusion, est immobilisé sur le brancard capitonné, les bras en croix. À 18h50 CST, après l'administration d'une dose létale de pentobarbital, le médecin prononce le décès. Ce protocole, d'une précision chirurgicale, n'est pas qu'une simple procédure administrative. C'est l'acte final d'une machine étatique qui transforme un être humain complexe en un dossier classé. Le pentobarbital agit comme un effaceur de doute, mettant un terme à une odyssée juridique qui a ébranlé les fondements constitutionnels du Texas. Mais pour comprendre comment on en arrive à ce silence final, il faut s'extraire de la froideur de Huntsville et replonger dans l'atmosphère étouffante des foyers en crise de la fin des années 90. En 1998, Tomball n'était pas seulement une banlieue de Houston. C'était le théâtre d'une tragédie domestique qui couvait sous une normalité de façade. L'appartement de Glenda Hayslip était devenu une prison de plâtre et de ressentiment. Les murs y racontaient une histoire muette. Des trous béants, stigmates des poings de Thompson, témoignaient d'une rage que la société de l'époque peinait encore à nommer. Le 30 avril, à 3h du matin, la police est appelée pour une énième altercation. Thompson a l'œil gonflé, vestige d'une bagarre qu'il a lui-même provoquée. L'officier William Coker, face à ce qu'il perçoit comme une querelle d'ivrogne désormais apaisée, se contente d'ordonner à Thompson de quitter les lieux. Cette décision, empreinte d'une normalité apparente, est le point de bascule. En laissant Thompson partir sans autre forme de contrainte, le système a involontairement offert à la jalousie le temps de se muer en une résolution méthodique. Ce n'était pas un départ, c'était un répit avant l'assaut. Derrière les noms du dossier se cachent des existences brisées. Glenda Dennis Hayslip, 39 ans, prothésiste ongulaire dévouée, elle luttait pour offrir un avenir stable à son fils Wade, alors âgé de 13 ans. Elle incarnait la volonté fragile de rompre avec un cycle de toxicité. Darren Keith Kane, 30 ans, barman au tempérament calme et protecteur. Dans le chaos de la vie de Glenda, il représentait un port d'attache, une loyauté silencieuse qui allait lui coûter la vie. Charles Victor Thompson, 28 ans, un homme hanté par l'instabilité et une jalousie de propriétaire. Les relations entre Charles Victor Thompson, Glenda Dennis Hayslip et Darren Keith Kane étaient marquées par une dynamique complexe de ruptures amoureuses, de violences domestiques et de jalousie. Thompson, 28 ans, et Hayslip, 39 ans, étaient d'anciens partenaires. Ils s'étaient rencontrés dans le milieu de la vie nocturne de Houston, environ 1 an avant les faits. Leur relation, qui avait débuté par une simple amitié avant de devenir romantique, s'est rapidement transformée en une liaison toxique et destructrice. Thompson travaillait rarement. Il dépendait financièrement d'elle. Mais le plus grave, c'était la violence. Thompson était alcoolique, dépendant à la drogue. Il manifestait un comportement possessif. Il a agressé physiquement Hayslip à plusieurs reprises, lui causant des ecchymoses et un œil au beurre noir. En raison de cette violence constante, Hayslip a mis fin à la relation. Mais Thompson a refusé d'accepter, continuant à la harceler et à se présenter chez elle sans invitation. Puis, il y a eu Darren Keith Kane. Kane était le nouveau petit ami de Hayslip. Décrit comme loyal,
protecteur, il offrait un contraste marqué avec la violence de Thompson. La nuit du meurtre, il s'est rendu à l'appartement de Hayslip spécifiquement pour la protéger, après qu'elle l'ait appelée en pleurs parce que Thompson la menaçait. Thompson éprouvait une jalousie intense envers Kane. Quelques heures avant la fusillade, Kane et Thompson se sont battus physiquement. Thompson a perdu cette bagarre. Il a fini avec un œil au beurre noir et il a été profondément humilié. Il existe un contraste déchirant entre l'homme de 1998 et le fantôme de l'enfant qu'il fut, celui qui, au bord du lac Médina, chassait les lucioles et savourait des petits déjeuners de perches frites et d'œufs. Cette image d'innocence, extraite de sa biographie, rend l'acte de destruction qui suit encore plus insondable. Comment l'enfant des lucioles est-il devenu l'artisan de l'horreur ? Le 30 avril 1998, à 6h du matin, le silence de l'aube est pulvérisé. Thompson défonce la porte. Il n'y a pas de mots, seulement le tonnerre des tirs. Darren Kane est touché 4 fois. Dans un ultime sursaut d'héroïsme, alors qu'il s'effondre, Darren attrape le pied de son agresseur pour protéger Glenda. Thompson se dégage froidement et loge une dernière balle à bout portant dans la nuque de Darren. Puis il se tourne vers Glenda. Il y a un silence atroce, celui du clic métallique de l'arme que l'on recharge. Ce geste, cette pose délibérée, est l'élément qui scellera son intention homicide devant la justice. Je peux te tirer dessus aussi, salope. Le tir part. La balle traverse la joue, pulvérise le dentier et sectionne presque totalement la langue de Glenda. Thompson s'enfuit, jetant son arme dans la crique de Cypress Creek, laissant derrière lui une femme qui se noie dans son propre sang. Le procès de 1999 ne porta pas sur l'identité du tireur, mais sur la causalité du décès. Glenda a survécu 1 semaine. À l'hôpital, une intubation nasotrachéale ratée a provoqué une hypoxie fatale. Thèse de la défense, Dr Radala. La faute médicale. L'hypoxie due à l'intubation ratée est la cause directe du décès. Sans l'erreur médicale, Glenda aurait survécu. Rupture du lien de causalité. Thèse de l'accusation, Dr Schrod. La causalité du tir. La blessure était mortelle sans intervention immédiate. Sans le tir, aucune hospitalisation n'était nécessaire. Thompson a initié la chaîne de mort. En invoquant l'article 6.04 du Code pénal texan, le jury a appliqué la doctrine du « but for ». La loi stipule qu'une erreur médicale, même grave, ne peut absoudre l'agresseur si sa conduite initiale a rendu l'intervention nécessaire. Le système refuse d'accorder une prime à la maladresse médicale au meurtrier. En 2001, la sentence est annulée pour une violation flagrante du 6e amendement, connu sous le nom de Massiah Violation. L'État avait envoyé un agent infiltré, Gary Johnson, solliciter des aveux alors que Thompson était déjà inculpé et représenté par un avocat. Thompson avait offert $1 500 pour faire assassiner le témoin Diane Zernia, pressant même une carte dessinée à la main contre la vitre du parloir. En contournant l'avocat pour sursécuriser la condamnation, l'État a lui-même provoqué un retard de 25 ans dans l'application de la peine. State's witness is the only witness they got. That's kind of more important. So it's more important to kill her than get the gun back. If I go ahead and take her out and you get out, is there a chance you could tie me up then? Oh, hell yeah. Okay, what are we talking about? How much? Name your price. Well, if you got the address, okay, I'll kill her for $1,500. Le 3 novembre 2005, Thompson signe l'un des chapitres les plus humiliants de l'histoire carcérale du comté de Harris. Porté par une audace suicidaire et profitant d'une incompétence systémique, il s'évade en plein jour. Le mode opératoire. Vêtu de vêtements civils introduits dans un classeur juridique, il utilise un badge d'identification falsifié avec du ruban adhésif pour masquer le mot « délinquant ».
l'insolence. Menottes retirées grâce à une clé de contrebande, il marche calmement devant 4 gardiens, se faisant passer pour un agent du procureur général. Sa cavale le mène dans un wagon de fret, une aventure dont il dira plus tard qu'elle lui a redonné le goût de l'air libre. Il est finalement capturé 3 jours plus tard à Shreveport, ivreux, devant un magasin de spiritueux. Thompson passe les 2 décennies suivantes à devenir un objet de curiosité médiatique. Entre 2005 et 2010, c'est l'ère de la célébrité macabre. Thompson jouit de son statut de seul évadé du couloir de la mort au XXIe siècle. Le public se passionne pour la faille du système, oubliant presque le sang sur le sol de Tombol. Entre 2015 et 2020, le silence s'installe. Les appels d'État s'épuisent un à un. La figure médiatique s'étiole pour redevenir un matricule. Les familles des victimes, elles, attendent toujours une conclusion qui semble fuir à l'horizon. Entre 2021 et 2025, le mandat d'exécution tombe enfin en septembre 2025. La réalité reprend ses droits. Le temps n'a pas guéri la blessure de Wade Hayslip. Il l'a simplement fossilisée. L'ultime bataille juridique porte sur la confrontation clause. Thompson conteste l'usage du rapport d'autopsie du docteur Paul Schrod, un légiste licencié plus tard pour incompétence. La Cour suprême, dans un dernier geste de fermeture, refuse d'intervenir. Sur le brancard de Huntsville, Thompson prononce ces derniers mots. Ils ne sont pas ceux d'un révolté, mais d'un homme qui constate le désastre. Il n'y a pas de vainqueur. Cela crée plus de victimes et traumatise plus de gens. 28 ans plus tard. Alors que le pentobarbital est injecté, Thompson halète, ronfle quelquefois, puis s'immobilise définitivement. Dans la salle des témoins, Dennis Kane, le père de Darren, lâche une sentence glaciale qui clôt l'histoire. Il est en enfer. L'exécution de Charles Victor Thompson met fin à un dossier, mais ne répare aucune vie. Elle pose une question brutale sur l'efficacité d'un système capable de laisser un condamné s'évader avec du ruban adhésif et d'attendre près de 30 ans pour appliquer une sentence fondée sur des expertises contestées. Wade Hayslip a passé l'essentiel de sa vie dans l'ombre de ce crime. Pour lui, la responsabilité n'est pas une question de droit constitutionnel, mais une absence qui dure depuis 1998. En mémoire de Glenda Denise Hayslip et de Darren Keith Kane, honorez leurs souvenirs en commentant leurs noms, afin qu'ils ne soient pas que les notes de bas de page de la légende noire de leur meurtrier.